Alors, on va appliquer donc la formule de la force de Laplace, en fait, à une spire rectangulaire, donc sous-entendu parcourue par un courant. Alors, ces spires rectangulaires, ça se rencontre en particulier dans les galvanomètres, bon, même si c'est plus tout à fait d'actualité. Donc ici, vos bobines, en général, il y a plusieurs fils, alors on considère qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà, sur un cadre rectangulaire, on a ici quelque chose qui est du fil de cuivre. Voilà, c'est alimenté par un générateur qui fait circuler un courant dans ce fil, ou dans ces fils, il y en a plusieurs. Ce cadre est monté sur un axe de rotation ici, avec une liaison pivot. D'accord. Voilà, c'est vertical, hein, donc le poids n'agit pas là-dessus. Voilà, cette distance-là vaut petit b, cette distance-là vaut petit a. Donc on engendre un courant. Donc on va orienter arbitrairement cette spire, on l'a fait pour n'importe quelle spire, hein, avec donc un sens qui va me donner le sens du courant ici. Voilà, cette spire je l'ai appelée CDEF, les sommets. Hein, je ne vais pas utiliser AEB parce qu'on peut le confondre avec le champ magnétique. Et cette spire, donc ce solide, hein, on va faire la mécanique du solide, on va calculer un moment de force, hein, en fait, par rapport à cet axe delta, cet axe de rotation delta. Cette spire elle est plongée dans le champ magnétique, hein, et ce champ magnétique, eh ben, il va être uniforme. Voilà. Enfin, beaucoup mieux simplifier la vie. Okay, voilà, le champ magnétique uniforme, il est perpendiculaire à l'axe. D'accord. Alors, c'est une vue en perspective. Alors, on va faire comme on avait fait pour définir le moment magnétique de la spire. Hein. On va tourner avec la main droite, on va la fermer dans le sens de l'orientation du courant. Bon, le signe de I, je ne le connais pas a priori. Hein. Même si on supposera par exemple que I est positif pour faire les schémas de force. Hein. Mais a priori, bon, l'orientation du courant, c'est l'orientation du courant, elle ne dépend pas du sens des électrons. Voilà, donc je ferme ici ma main droite dans le sens de I, je mets ma main droite dans la spire, je la ferme dans le sens de I, et le pouce, il va derrière le tableau. D'accord. Donc le N ici que j'ai représenté, il va derrière le tableau. C'est ça que je lui ai mis une base un peu plus épaisse. D'accord. Parce que sinon c'est un petit peu ambigu. Voilà. Donc le N, il part derrière. Okay. Donc le champ magnétique, je répète, il est perpendiculaire donc ici à l'axe de rotation. On va prendre un repère OIJ. On prend des grandes lettres, hein, parce qu'on fait de la mécanique du solide en rotation. Donc grand I, je peux toujours choisir collinaire AB, d'accord. Le point O, il va être choisi sur l'axe de rotation. Donc je l'ai pris ici, on pourrait peut-être le prendre là. Enfin, non, je vais le prendre ici, je crois que c'est plus facile. Voilà, le vecteur K, donc il est collinaire à delta, l'axe de rotation. On sait qu'il oriente delta, hein, en particulier, donc il va donner le signe des vecteurs en fait, dans un plan perpendiculaire à K. Bon, cet angle ici delta, l'angle entre I et N, c'est l'angle polaire, d'accord, hein, pour le vecteur N. Hein, N est repéré cylindrique. D'accord. Donc on voit que voilà, c'est K en fait hein, qui donne le signe de delta, puisque K est orthogonal au plan BN. Voilà, je répète, donc les distances ici c'est petit a, là c'est petit b. Voilà, alors pour bien comprendre, si on le voit en vue de dessus, hein, voilà, donc, vu comme ça, voilà ce que ça donne. Alors ici, j'ai pas mis l'axe de rotation. Donc ici, j'ai l'axe de rotation. Voilà, d'accord. Donc je vois ici les points F, C. Donc le champ B est comme ça, d'accord. I est collinaire à B. Donc N, alors le I il est comme ça, hein, donc en fait, si je mets ma main, c'est en dessous. Donc si je tourne, ça fait bien comme ça, j'ai bien N comme ça, le θ est comme ça, le K est vers nous, là je peux représenter J, bon là en perspective ça sera un petit peu alourdi, hein, IJK, base retournée directe, d'accord, voilà, et θ, donc, alors θ normalement, voilà, ça repère un point du solide, hein, quand on prend un angle θ pour un solide, on prend plutôt un point du solide, ou on prend G, ou quelque chose comme ça, bon là, ce qui va nous arranger, c'est l'angle entre I et la normale, qui sont fixes par rapport au cadre. Hein. Donc ça joue le même rôle qu'un θ ordinaire, je dirais, pour un solide. Voilà, le courant I est comme ça. Alors le courant I ici, hein, c'est pareil, comme il descend derrière le tableau, je l'oriente en mettant cette croix, d'accord, enfin, c'est l'orientation, hein, cohérente avec ça, qui est ici, d'accord, et ici donc, voilà, le I il est orienté comme ça, vers le haut, donc voilà, l'orientation est représentée avec ce symbole-là, donc comme un vecteur.
Voilà. Voilà. Donc, on va calculer la force de la place d'abord, et ensuite le moment de cette force. Donc, il y a quand même deux opérations avec des produits vectoriels qui ne sont pas forcément très simples. Alors, on va abandonner le schéma en perspective, on va raisonner là-dessus, d'accord, mais il faut quand même voir ici donc, comment est le courant. Alors, on va calculer la force de la place sur CD. Alors, je vais faire le schéma si I est positif. Hein. Alors, donc, je vais faire CD vectoriel B. Donc, CD, c'est derrière comme ça. Hein. Donc, ça part derrière le tableau, CD. CD vectoriel B, d'accord. Et donc le CD vectoriel B, il va vers le bas, hein, il est perpendiculaire donc à moins K si vous voulez, hein. CD c'est moins K, CD vectoriel B est perpendiculaire à B, voilà, donc, je ne sais pas comment je vais le faire de quel coup, je vais faire un peu de vecteur, force de la place, voilà, et donc je multiplie par un courant I, donc si le courant I est positif, hein, voilà donc la force de la place sur la portion CD si I est positif. Hein. Voilà. Sur la portion EF, alors EF, ça vient comme ça vers nous, d'accord. Donc EF, le vecteur, si je le reporte, le vecteur il est comme ça, le vecteur EF. Hein. Donc EF, je le mets comme ça, vectoriel B, je suis vers le haut comme ça. Hein. EF, comme ça, pointe comme ça, EF, vectoriel B. Hein. Voilà. Donc, voilà, et donc la force de la place est collinaire à ce EF vectoriel B si le courant est positif. Voilà, d'accord. Donc force de la place sur la portion EF, voilà, si I est positif. Voilà. Alors sur la portion FC, sur la portion FC, alors FC vectoriel B, je vois que j'ai une force qui est collinaire à l'axe de rotation. D'accord. Alors comme là, bon, j'ai forcément une liaison pivot. Cette force, en fait, elle va avoir aucune action. D'accord. Et pareil sur le segment DE. Hein. Cette force, elle va être collinaire à l'axe de rotation. Donc, voilà, comme une liaison pivot empêche le déplacement de la spire, enfin, elle n'autorise que la rotation autour de delta. On n'avait pas de translation par rapport à delta. Donc, ces forces, je ne les prends pas en compte parce que leur moment sera nul. Voilà. Ok, donc là j'ai les forces. Hein. Alors, eh ben, je crois qu'on va calculer. Voilà, alors on va donner leur expression. Un FL. FL. Alors, CD et B, c'est orthogonal. Hein. Donc, CD vectoriel B en norme, c'est le produit, donc norme de CD fois norme de B. Après, je multiplie par I. Hein, et puis, il faut simplement que ça soit dans le bon sens. Hein. D'accord. Donc, ici, alors CD c'est petit b. Petit b, facteur donc de la norme du champ magnétique, on va la noter B comme ça, d'accord. Ok, alors donc notre force de la place c'est I CD vectoriel B, donc ça représente le CD vectoriel B. Ici j'ai le I qui est comme ça, d'accord. Et donc si mon I est positif, la force elle est selon moins J. D'accord. Voilà. Ok, hein. Voilà, j'ai fait ce calcul de manière un peu intrinsèque, hein, avec les mains, c'est le cas de le dire. Voilà, si I est négatif, bon, bah, la force est dans l'autre sens. Bon, si I est négatif, la formule, on voit bien que la force est dans l'autre sens, ça a tendance à faire tourner dans l'autre sens. Alors ça, c'était sur la portion CD. La force de la place sur la portion EF, donc bah, c'est pareil, hein, je fais le produit vectoriel, deux vecteurs qui sont perpendiculaires, donc la norme du produit vectoriel, c'est le produit des normes. Hein. Alors c'est toujours petit b, ici. Petit b fois la norme du champ magnétique que je vais noter grand B. Donc voilà, donc la force de la place, je rajoute le I, ok. Et si I est positif, le FL il est collinaire avec le même sens que J. Voilà, donc voilà les deux forces ici, hein, qui auront un moment non nul, on va dire, par rapport à l'axe. Voilà. Bon, et bien il est temps de calculer le moment de ces forces par rapport à l'axe. Hein. Donc le moment de FL alors, par rapport à l'axe delta, alors, FL CD, d'accord. Donc on sait que c'est K, hein, scalaire, pas la force,
ou plutôt, alors, K scalaire, le moment par rapport à delta. Donc, le moment par rapport à delta, c'est K fois scalaire, le moment par rapport à un point de l'axe de rotation. D'accord? Alors, ce point, je vais prendre O. Donc, je vais prendre le moment par rapport à O, hein, d'accord, qui est un point de l'axe de rotation, et je fais scalaire K, ce moment vectoriel que je vais calculer, conformément à ce qu'on a vu, d'accord. Voilà, et ça donnera le moment par rapport à delta, représenté par K, hein, moment scalaire, d'accord. Voilà, donc ça va me faire, alors, je vais prendre ce point O qui est ici. Alors, cette force ici, c'est une force qui est distribuée, d'accord. Donc on a dit que tout se passait comme si c'était une force ponctuelle exercée en C', d'accord, qui est le milieu du segment CD. Donc ça va me faire OC' vectoriel, la force en question, FL CD. D'accord. Voilà. Donc OC', alors OC', le vecteur OC', on le lit ici. Hein. D'accord. Le vecteur OC', il est là. Alors ça c'est O qui est en dessous, entre guillemets, et puis C' un décalé, c'est comme ça. Voilà. Donc le vecteur, il est comme ça. D'accord. Le vecteur OC'. Bon, c'est pareil, on va faire ça un petit peu simplement sans poser. Bon, alors je pourrais écrire des choses dans un repère. Voilà, on va faire ça un peu sans poser des choses dans un repère. Voilà, ici donc j'ai OC'. Alors qu'est-ce qu'on remarque ensuite? Alors là, OC' vectoriel la force, donc je vais devoir faire OC' vectoriel cette force. Donc là, c'est sûr que j'ai un angle entre les deux. D'accord. Alors cet angle, en fait, c'est facile de voir que c'est θ. Ces angles-là, ils sont égaux, d'accord. Et ensuite, c'est une histoire de perpendiculaire. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Voilà. C'est des paires de... Alors, bon, sinon, donc ça fait pi sur 2 moins... Alors, bon, ça fait du pi sur 2 moins θ, d'accord. Ça, c'est du pi sur 2 moins θ, hein, ces deux-là. Et celui-là ici, pardon, celui-ci qui est là, c'est pi sur 2 moins celui-là, d'accord. Celui qui est ici, c'est pi sur 2 moins celui-là. Donc, c'est pi sur 2 moins θ. Hein. Donc ici, si je rétablis le sens, évidemment, le θ, il va être là. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire ce produit vectoriel. Donc, je sais que la norme du produit vectoriel, c'est le produit des normes fois le sinus de l'angle. Et puis ensuite, il faut que je l'oriente comme il faut. Hein. Alors, ici, on va faire OC'. Donc, OC' c'est comme ça. OC' vectoriel FL. OC' vectoriel FL. Ça va derrière, ça va dans le sens de moins K. Hein. Donc, si le FL est comme ça avec le I positif, voilà, OC' vectoriel FL, c'est selon moins K. Hein. Donc ça va me faire K scalaire. Alors, norme de OC', c'est A sur 2. A sur 2. Norme de FL, alors, pour l'instant, on va l'écrire comme ça. Ce n'est pas tout à fait la norme, c'était la norme dans les valeurs absolues de I. Hein. Voilà. Sinus de l'angle entre OC' et FL. Voilà. Et ensuite, alors il faut que j'oriente ça correctement. On sait que si le I est positif ici, d'accord, le FL est vers le bas, et OC' vectoriel FL, c'est comme ça. Hein. Donc ça va faire un signe moins, facteur de K. Voilà, d'accord. Donc voilà, on a bien, voilà, si on recalcule ça, si on prend la valeur absolue de ça, c'est bien la norme donc, de ce produit vectoriel, et l'orientation est bien juste, hein, selon que I est positif ou négatif, on a bien la bonne orientation pour ce moment. D'accord. Voilà, donc ensuite on va faire K scalaire K, c'est pas une difficulté, hein, on le fera tout à l'heure. Voilà, je jette un petit coup d'œil sur le temps. Ça devrait aller. Voilà, là je vais être obligé d'effacer ma figure ici. Voilà, alors maintenant l'autre moment par rapport à delta de FL de F, d'accord, donc c'est K scalaire,
le moment de la force par rapport à un point de l'axe. Alors ce point, je vais maintenant effacer, c'était O', vectoriel, donc ce qui est au milieu du vecteur EF, je crois que j'ai noté E', excuse-moi c'est O, pardon, et là c'est E', voilà. Tout se passe comme si la force était ponctuelle, elle s'exerçait au centre du segment ici, vectoriel, donc FL, EF. Voilà. Alors notre OE', c'est ce vecteur qui est là. Hein. Il est juste en dessous, mais le vecteur OE', il est là. D'accord? Donc ici, voilà, là j'ai le vecteur OE', d'accord? Ici j'avais marqué I positif. Voilà, OE' est comme ça. Donc je vais faire OE' vectoriel FL. Hein. OE' vectoriel FL. OE' vectoriel FL, c'est toujours selon moins K. D'accord? Donc, si est positif. Donc voilà. Donc maintenant, alors c'est toujours pareil ici. Hein. Là j'ai mon θ qu'on retrouve ici pour la même raison que tout à l'heure. Donc ici, en norme, la norme de ce vecteur, hein, c'est produit des normes fois sinus de l'angle. Donc OE', c'est A sur 2. Notre vecteur ici FL, c'était donc I, alors je le regarde ici, I petit b grand B. D'accord. Voilà, alors on a le sinus de l'angle. Hein. Alors cet angle, bon, il est positif sur la figure, je viens de le dire tout à l'heure. Voilà, donc ce qui fait que tout va bien. Et ensuite, donc, on a dit, je répète, OE' sur FL, c'est dans le sens de moins K. Voilà. C'est dans le sens de moins K. D'accord. Voilà, donc s'il est positif, hein, ça a bien le bon sens. Et s'il est négatif, voilà, ça change à ce moment-là le sens de FL, donc ça change le sens du produit vectoriel. Voilà, donc on a ces deux moments. Hein. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la somme, hein, le moment de toute la force, hein, le moment de la distribution de force, c'est la somme des moments. Hein. Donc somme des moments. Je vais écrire comme ça. Hein. C'est les mêmes formules. D'accord. Hein. Donc ici sur les deux segments. Hein. C'est les mêmes formules. Alors K scalaire K, on savoir. Moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. Ça fait moins A, I, petit b, grand B, sinus θ. Donc ça fait déjà apparaître une première chose, c'est le produit petit a, petit b, c'est la surface de la spire. Donc moins I, grand S, B, sinus θ avec S, donc égal à B, surface de la spire. Alors ensuite ça, on va mettre ça sous une forme un petit peu intrinsèque. Le B sinus θ, un sinus, ça fait penser à un produit vectoriel. D'accord? Parce qu'on sait que c'est la norme de produit vectoriel. Donc en fait, ce B sinus θ, si je fais B vectoriel n, et bien B vectoriel n, c'est B sinus θ k. Hein? Or, si je fais B vectoriel n, c'est norme de B fois norme de n, qui vaut 1, multiplié par le sinus de l'angle, et puis après avec l'orientation qui va bien, hein, donc B vectoriel n, donc c'est en plus K, sinus θ fois K. D'accord, hein, si θ était négatif, vous voyez qu'à ce moment B vectoriel n, ce serait selon moins K. Hein, et donc c'est bon, donc cette formule est bien juste pour soit en θ positif, soit en θ négatif, hein, la norme, le sens, la direction, c'est bien correct. Alors on a cette formule-là. Donc, alors ici j'ai un scalaire et là j'ai un vecteur. Donc la somme des moments, hein, elle va faire en fait K scalaire moins IS et B sinus θ, c'est ce B vectoriel n. D'accord, hein. Donc B vectoriel n scalaire K, ça fait bien ça en fait. Hein, ça fait B sinus θ. Voilà. Donc, alors, ce que je veux faire apparaître, c'est le moment magnétique en fait, de la spire. Et donc, elle est en ISN. Hein. Donc, ça me fait moins B vectoriel
ISN. Voilà, et donc ça me fait, donc ça c'est le moment magnétique de la spire, donc ça me fait K scalaire, puis je permute le produit vectoriel, ça me permet d'enlever le signe moins, hein, moment magnétique de la spire, donc vectoriel B. Voilà donc pour le moment total de la force de la place s'exerçant sur la spire. Bon, j'ai cette formule-là. Alors on va noter la conclusion. Conclusion, donc le moment par rapport à l'axe, donc delta orienté par K, le moment donc, par rapport à l'axe delta orienté par K de la force de la place sur la spire. Donc le moment par rapport à l'axe delta K de la force, distribution de force, de la force de la place donc, sur la spire est égal à donc, K scalaire M vectoriel B, où M c'est le moment magnétique de la spire. Le moment par rapport à l'axe delta orienté par K de la force de la place donc, sur la spire est égal donc à K scalaire M vectoriel B, où M donc c'est le moment magnétique de la spire. Bon, et B il est uniforme. Voilà ce qu'on retiendra. D'accord. Deux remarques. Première remarque, là j'ai considéré que j'avais un seul enroulement de fil de cuivre. Si on a plusieurs enroulements, à ce moment-là, si j'ai plusieurs enroulements, la force de la place, ce sera la somme des forces s'exerçant sur chacun des segments. D'accord ? Donc la force de la place, si j'ai grand N spire, la force de la place sur CD, elle sera simplement multipliée par grand N, c'est la somme des forces. Voilà. Et la force de la place sur S sera aussi multipliée par grand N. D'accord ? Donc finalement, dans mes calculs, ça revient à remplacer I par NI. D'accord ? Donc voilà, tout se passe comme si je prenais un calcul, mais je remplaçais I par NI. Donc là, ici, je vais me retrouver avec NI. C'est comme si à ce niveau-là, je me retrouve avec NI. D'accord ? Et donc là, c'est comme si à ce niveau-là, je me retrouvais avec NI. D'accord ? Or, on sait que quand on a une spire qui consiste de plusieurs fils bobinés, le moment magnétique de la spire, c'est grand N, IS petit n. Donc finalement, je retrouve bien ce moment magnétique grand N. D'accord ? Voilà. Conclusion, la formule, elle est valable, même pour ce qu'on peut appeler une multispire. La formule est valable donc pour une spire qui comporterait plusieurs enroulements. D'accord ? Voilà, donc première chose, toujours cette formule qui est valable. Deuxième remarque, alors pourquoi on a fait tout ce calcul un peu compliqué ? En fait, cette formule, si vous voulez, elle va être valable, en fait, comme je vous l'ai un petit peu dit, pour n'importe quelle distribution de courant de moment magnétique M. On pourrait montrer que d'une manière générale, si vous avez une distribution de courant qui est plongée dans le champ magnétique uniforme, et si le moment de cette distribution de courant c'est M, à ce moment-là, le moment de la force de la place s'exerçant sur cette distribution de courant par rapport donc, à un axe OK, par rapport à un axe delta de rotation s'il y en a un, même s'il n'y en a pas, on pourrait en fait uniquement prendre M vectoriel B, mais donc par rapport à un axe OK, et bien le moment de cette force serait quand même donné par cette expression. Donc cette expression, elle est valable dans le cas général pour une distribution de courant quelconque de moment magnétique M. On pourra l'appliquer. D'accord ? Et donc en particulier, c'est ce qu'on va faire, on va l'appliquer à un aimant. Donc ça va nous permettre, si vous voulez, de se donner un modèle pour pouvoir avoir la force qui s'exerce sur un aimant, sur une aiguille d'une boussole. C'est pas grave.